Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Burkina Info dans Dossier Brelan, l'émission qui analyse, qui décrypte et qui passe en revue l'actualité politique, économique et sociale qui se passe au Burkina, mais aussi dans le reste du monde. Pour ce numéro, nous avons choisi de nous intéresser au fonds de soutien patriotique, ce fonds qui a véritablement occupé le devant de la scène de l'actualité ces 3 dernières semaines. Alors, on vous résume la situation. Le gouvernement a besoin de 106 milliards de francs CFA pour la prise en charge et les équipements des volontaires pour la défense de la patrie. Pour mobiliser ce fonds, l'exécutif avait proposé de prélever 1% sur le salaire des fonctionnaires et des salariés du privé, mais pas que. Sauf que cette proposition a été depuis abandonnée par l'exécutif faute de consensus avec l'unité d'action syndicale. Presque au même moment, la Direction générale des impôts du Burkina a annoncé de nouvelles mesures fiscales en vigueur dès le 1er janvier. Que l'on se comprenne bien, il ne s'agit pas de revenir sur la polémique autour du prélèvement de 1% sur le salaire des fonctionnaires. Il s'agit d'orienter le débat vers les autres niches, des niches insuffisamment fiscalisées à même de renflouer le fonds de soutien patriotique déjà actif avec environ 300 millions de francs CFA mobilisés selon le ministère des Finances. Et pour en parler, je suis en compagnie de 3 invités. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma droite, Ouseni Kagambega. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert fiscaliste, vous êtes le trésorier du Centre de recherche appliquée Finances publiques, CERA FPI. Tout de suite, tout juste à côté de vous, Koutiga Kwama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des exploitants miniers artisanaux du Burkina Faso. Et vous, votre troisième vis-à-vis, Abdel Khalifa Diarra, bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre des comptoirs d'or et de métaux précieux. Vous êtes également juriste et fiscaliste. Exact. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question. Vous allez répondre tous les 3. Je vais commencer par vous, M. Karabega. Comment déjà vous appréciez ce fonds de soutien patriotique là? Oui, alors, il faut dire que le Burkina Faso est en guerre depuis près de 7 ans. Et dans toute guerre, vous savez qu'il faut en même temps mobiliser les hommes et mobiliser les ressources financières pour soutenir cette guerre. Et le Burkina Faso, c'est un pays enclavé. C'est un pays où les recettes fiscales ne suffisent pas pour financer tout le développement. Okay. Donc, le fonds de soutien patriotique voilà, demandé par le gouvernement, c'est un fonds qui va venir accompagner les efforts de l'État dans la guerre. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une chose très noble, une chose patriotique qui va permettre à tout un chacun. Tu n'es pas VDP, mais tu accompagnes les VDP. C'est très important dans ce sens. Monsieur, comment vous comprenez l'esprit patriotique et derrière justement cette décision de création du fonds de soutien patriotique? Oui, comme vous l'avez dit, depuis 2015, le Burkina Faso est dans la sécurité totale. Donc, je pense que c'est une bonne idée de la part du gouvernement de venir en aide aux forces de défense et de sécurité. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Abdel Khalifa Diarra. Oui, nous savons tous que l'argent fait la guerre. Et nous sommes en situation de guerre et en situation exceptionnelle. Ce qui veut dire que nos ressources normales que nous avions l'habitude de collecter ne peuvent plus faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, il est nécessaire, ou il était nécessaire de mettre en place ce fonds-là pour faire face, bien sûr, à la guerre que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses dans cette guerre. Surtout que ce n'était pas pris en compte dans le budget voilà, qui a été adopté en décembre par le gouvernement. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire la guerre, parce qu'on est dans le tout sécuritaire aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la guerre en mettant en berne les activités économiques? Cela est impossible parce que ça va de pair. Si les activités économiques ne marchent pas, l'État n'aura pas les fonds pour faire sa guerre. L'État doit s'orienter sur les questions d'équipement des hommes, mais permettre aussi aux acteurs économiques à l'interne de pouvoir mener leurs activités à bien pour pouvoir soutenir l'effort de guerre.
Alors, une chose est de prendre une décision, cela s'entend. Une chose aussi est de trouver les moyens pour mettre en œuvre cette décision. Je crois que le gouvernement, en prenant cette décision, avait pensé déjà à des mécanismes pour renflouer les caisses de ce fonds-là. Il y a le prélèvement qui n'a pas, n'a pas reçu l'assentiment des organisations syndicales, puisque le gouvernement a laissé tomber, faute de consensus. Et est-ce que cette décision qui est intervenue d'un moment de contexte de fragilité budgétaire, parce qu'on est quand même dans un déficit de près de 600 milliards de francs CFA, je crois. Oui, on a un déficit de près de 600 milliards de francs CFA. Mais vous voyez que lorsqu'il y a eu vraiment une hésitation de la part des syndicats, le gouvernement a vite fait de revenir sur la contribution volontaire. Et je crois qu'à ce niveau, tous les Burkinabés aujourd'hui sont vraiment conscients qu'il faut accompagner le gouvernement dans cette lutte. Et chacun est en train de mettre en tout cas sa contribution pour permettre au gouvernement d'avoir les fonds nécessaires pour faire cette guerre. Est-ce que vous sentez l'engouement autour de la contribution volontaire? Oui, encore. La contribution, elle est volontaire, indépendante, et on ne fait pas de publicité là-dessus. Mais si vous remarquez ces derniers jours, et vous voyez que même les religieux sont rentrés dans ça, ils sont en train vraiment de mobiliser. La fédération islamique, ils sont en train vraiment de mobiliser. C'est pour un mois, je crois qu'ils ont jusqu'au 28 février, voilà, la fin du mois de février, pour la récolte. Mais je crois que aussi que pour la fédération, c'est aussi pour une question de solidarité avec les personnes déplacées internes. Les personnes déplacées internes. Voilà, je vous dis que bon, tout va ensemble. Okay. Voilà, parce que le gouvernement aussi accompagne les personnes déplacées internes. Une fois qu'on a assez de ressources pour accompagner ces personnes déplacées internes qui ont vraiment besoin de soutien, on pourra encore prendre l'argent de l'État qui allait partir à ce niveau pour contribuer à la guerre. Alors, monsieur Kouama, dans votre secteur, est-ce qu'il y a déjà à votre niveau une mobilisation justement pour cet esprit patriotique-là? Oui, à notre niveau, nous sommes en train de faire un travail à la base pour pouvoir répondre à l'appel du chef de l'État. Donc, bon, c'est que dans notre secteur, il y a eu pas mal d'événements qui se sont succédés. Ça fait que jusqu'à là, on n'a pas pu vraiment maîtriser nos collectes. Mais d'ici peu, vous allez nous entendre. Ouais. Au niveau du secteur des exploitants artisanaux miniers, il y aura quelque chose. Alors, je m'en vais vous poser la question avant de donner la parole à Khalifa Diarra. Je le disais, cette décision vient dans un contexte de fragilité budgétaire, mais également dans un moment où les autorités de la transition parlent beaucoup de souveraineté. Je crois que les décisions même qui ont été prises par rapport à la contribution au financement endogène, est-ce que ce n'est pas lié, le fait de dire aujourd'hui on est souverain, on mise beaucoup sur notre souveraineté et voilà, on veut pas qu'on ne veut pas aussi des financements parce que le Premier ministre demande souvent aux partenaires au développement de financer, d'équiper les VDP. Mais est-ce que ce n'est pas ce discours de souveraineté, de souverainisme qui fait qu'aujourd'hui on est obligé d'aller vers des financements endogènes? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui il y a la crise internationale qui est là, il y a la guerre en Ukraine et vous voyez toute la mobilisation qui se fait autour de la guerre en Ukraine. Vous voyez les soutiens en termes financiers, en termes d'armement qu'on apporte à l'Ukraine. Nous, en Afrique ici, surtout au Sahel, on n'a pas ce soutien-là. Donc vous voyez, les partenaires techniques et financiers sont en train de réorienter voilà, les financements. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un manque à gagner sur nous, donc on peut appeler la population à contribuer dans ce sens. Je ne vois pas que c'est une question de souveraineté, parce que le gouvernement, la transition aujourd'hui, ne refuse pas de l'aide venant des partenaires techniques et financiers. C'est que l'aide que nous avons, bon, on peut dire qu'il y a certains programmes avec la transition, il y a certains programmes qui ont été mis en berne. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'appeler la population à contribuer, à aider. Est-ce que ce discours n'effraie pas les partenaires au développement, ceux qui financent justement les projets de développement? Le fait de dire aujourd'hui, voilà, on est souverain, bien entendu, c'est de bonne guerre, mais aujourd'hui, mettre l'accent sur cet aspect-là.
Oui, on est souverain, nous sommes indépendants. Est-ce que ça ne ferait pas les patrons? Non, je ne pense pas. Je pense pas, parce que c'est une question qui est là. Nous sommes indépendants depuis 1960. Si nous ne sommes pas indépendants, bon, ils n'ont qu'à nous dire. Ce n'est pas le fait de dire que nous sommes souverains qui va faire peur à quelqu'un du moment où nous sommes un pays indépendant. Voilà, on a besoin de s'affirmer, de pouvoir compter sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Donc, en voulant compter sur nous-mêmes, si ça va empêcher quelqu'un de nous financer, là, ça va causer un problème. Alors, Khalifa Diarra, il y a plusieurs sources de financement endogène. Il y a la contribution volontaire des Burkinabés, comme on l'a relevé. Il y a la taxation sur certains produits de consommation, dont l'alcool, la cigarette, cosmétiques, Internet. Le gouvernement a besoin de 106 milliards de francs CFA pour équiper les VDP, pour leur solde également. Est-ce que c'est suffisant? Alors, le gouvernement fait des efforts pour pouvoir retrouver, pour pouvoir mobiliser assez de ressources pour faire face à cette guerre-là, aux dépenses de cette guerre-là. Mais à nous, notre niveau, nous pensons qu'il y a encore des niches où il est nécessaire, où on peut encore aller chercher des ressources. Je pense notamment au secteur de l'artisanat minier, qui n'est pas fiscalisé, M. Kouama est là, où quand on prend le dispositif fiscal de notre pays, on ne parle nullement de l'artisan minier, alors que c'est un exploitant. Et si vous remarquez, tout l'or, ou la majorité de l'or que nous portons comme alliance, vous en portez une, provient de l'exploitation artisanale de l'or. Et je pense que si le gouvernement se penche un peu vers l'artisanat minier, il y a encore quelques ressources qu'on peut mobiliser dans ce secteur-là. Ce n'est pas fiscalisé, mais il y a des royalties que le gouvernement perçoit au niveau de l'eau artisanale. Expliquez-nous un peu dans le détail comment ça se présente au niveau du secteur artisanal. Alors, au niveau du secteur artisanal, il faut que je vous explique déjà la chaîne qui s'y trouve. On a l'artisan minier, qui est le creuseur d'or ou le creuseur de minerais. Entre l'artisan minier et les comptoirs que nous sommes, il y a ce qu'on appelle le collecteur d'or. Donc, l'artisan minier exploite l'or, lui il produit l'or, il le vend à un collecteur qui vient le vendre à un comptoir. Ce comptoir peut être un comptoir privé ou un comptoir public. L'État a un comptoir public qui est l'ANEMAS. Les royalties qui sont perçues ne sont pas imposées sur, comment on appelle ça, l'artisan minier. Dans les textes, on dit au comptoir de supporter ces royalties-là. Alors que les royalties sont des... Les comptoirs privés ou publics? Privés, parce que le comptoir public de l'État, oui, l'ANEMAS ne paye pas les royalties, en fait. Je vous dis parce que si on exploite de l'or sur un site d'artisans miniers, un collecteur le prend, il vient le vendre à l'ANEMAS, ce or est exporté du pays sans supporter des royalties, parce que l'ANEMAS n'en paye pas. Maintenant, au niveau des comptoirs privés, quand vous achetez de l'or, à l'exportation, vous devez payer 200 000 francs au kilogramme. Mais si l'or n'arrive pas au comptoir, ça veut dire que ces 200 000 francs ne sont pas payés. Et il n'a pas été également dit aux artisans miniers qu'ils doivent payer des royalties. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, mais rien n'est dans les textes pour dire que l'artisan minier, quand il enlève 1 gramme d'or, il doit payer 200 francs à l'État. Et c'est vers cela, je pense, que l'État doit aller, en expliquant aux artisans miniers que des royalties doivent être payées, parce que c'est un secteur qui n'est pas fiscalisé jusqu'à maintenant. Monsieur Kouama Koutiaga, est-ce qu'il se passe dans votre secteur? Tout à fait, comme il a dit, et bien vrai que c'est vrai que nous on travaille en collaboration directe avec le comptoir, mais comme il a dit, c'est pas écrit. Privé comme public? Privé comme public. Okay. Mais comme c'est pas écrit dans les textes, bon, on fait comment? On est obligé de suivre ce qui est. Et ce n'est pas de votre faute? Ce n'est pas de notre faute. Sinon, à quoi bon de ne pas donner 200 francs ou 400 francs pour pouvoir... Sur chaque gramme d'or? Oui. Ça coûte quoi? Alors,
Kakambega, vous qui êtes fiscaliste, comment on peut expliquer justement le fait que ce secteur, quand même, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dans ce secteur. Je ne connais pas des chiffres exacts. Est-ce qu'il y a des données statistiques sur le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur? Vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur? On parle de 3 millions à 5 millions, vraiment. 3 millions à 5 millions. À 5 millions dans tout le pays. Comment se fait-il que justement ce secteur ne soit pas aussi fiscalisé? Oui, il faut se dire que la question fiscale, c'est une question structurée. Et au niveau de l'orpaillage, il faut d'abord les organiser. Les organiser pour pouvoir voir de quelle manière on va pouvoir les imposer. Parce qu'on impose quelqu'un lorsqu'on peut le localiser. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à localiser, est-ce qu'il pourra payer l'impôt qu'on va l'imposer? On va dire, sur 1 kg d'or, non, sur 1 gramme d'or, il faut payer tant de francs. Mais comment l'État, l'administration fiscale, va pouvoir arriver à contrôler la production au niveau de l'orpaillage? Vous dites que l'État n'a pas encore organisé ce secteur. Il y a l'ANEMAS, je crois, qui est quand même, je veux dire, la structure qui organise tout le secteur. Voilà. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à contrôler, comme vous le dites, tout l'or qui sort et n'arrive pas à imposer les 200 francs CFA sur le gramme d'or? Oui, peut-être qu'il y a une organisation qui est là, mais vous voyez comment l'impôt est collecté. Voilà, c'est vrai que notre système fiscal est déclaratif. Est-ce qu'un orpailleur va accepter d'aller directement et déclarer sa production d'or? C'est là qu'il faut essayer de voir. Parce que, vous voyez, il ne suffit pas seulement de prendre les textes. Il faut pouvoir les appliquer. Donc, il faut arriver à cerner le contour de cette activité-là pour voir comment on pourra imposer les artisans de ce secteur. Et tant qu'on n'a pas vraiment cerné, ça va être très difficile pour un agent, pour un inspecteur des impôts ou un contrôleur d'aller contrôler ce secteur-là. Parce que dans tout contrôle, il y a des procédures. Il y a des procédures qui sont là pour permettre le contrôle. Et lorsqu'on n'arrive pas à asseoir même l'organisation de l'activité, ça va être très difficile de pouvoir collecter. Et je ne sais pas si M. Edara peut expliquer l'organisation à leur niveau pour qu'on puisse voir comment on Khalifa Diarra. Oui. Alors, il faut savoir que le secteur de l'artisanat minier est très bien organisé. Très bien. Très bien. Très bien. Okay. Monsieur Kouama, il est là. Seulement, l'administration n'arrive pas à s'accaparer de cette organisation. L'administration, par exemple, quand vous arrivez sur un site d'exploitation d'or, on a généralement 3 zones. M. Kouama est là. On a la zone d'extraction de minerais. On a ce qu'on appelle le yard, où les gens dorment, où il y a les restaurants, où il y a les bars, voilà, les zones d'habitation. Et on a la zone de traitement. Et quand vous arrivez sur un site, ce n'est pas un désordre. Un site a toujours un responsable. Soit M. Kouama. Un site a un responsable. Déclaré ou non, on sait que ce site-là est dirigé par M. X. Et quand l'or est extrait de la zone d'extraction, ce n'est pas l'or déjà qu'on enlève, ce sont des minerais, ce sont des sacs. Et quand ces sacs sont déposés, il y a ce qu'on appelle d'abord les conditions. Tout à fait. Le propriétaire du champ qui prend un sac, celui qui gère le site, il peut prendre un champ, ça est un sac, ça dépend en fait de ce sur quoi on s'est entendu pour exploiter. Maintenant, ce minerai quitte la zone d'extraction pour aller dans la zone de traitement. Là-bas, il y a les moulins, il y a les concasseurs, il y a les broyeurs, il y a l'eau. Et quand on traite, on lave le résidu que l'on gagne. Et c'est là-bas que l'or sort en fait. Si on doit prendre de l'or, si on doit prendre plutôt un impôt sur l'or, c'est dans au niveau du traitement. Et on ne prend pas le minerai ici pour aller le traiter ailleurs. Il y a toujours une zone. Et cette zone est contrôlée par des gens. Donc, ce qui veut dire que... Des artisans miniers ou peut-être des démembrements de l'État, de l'administration? Non, pas des organisateurs de sites.
Par exemple, si je Et parle vous de dites cas que les sites sont très bien organisés. très bien organisés. Quand on dit que ce site appartient à M. Kwama, si vous cherchez une personne sur ce site-là, vous appelez M. Kwama, même s'il n'a pas le nom de la personne, si vous lui montrez la photo de la personne, M. Kwama peut vous dire, cette personne a tel trou là-bas. Ou cette personne a un kiosque là-bas. Ou cette personne a une machine là-bas. Parce qu'un site ne s'installe pas dans un désordre. Quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est un désordre. C'est comme quand vous arrivez à Rodwoko. Vous allez penser que le marché est... Il n'y a pas de contrôle. Voilà, il n'y a pas de contrôle. Mais administré. le commerçant qui est là-bas, il sait que dans cette partie, on vend des tissus. Dans telle partie, on vend du riz. Dans telle partie, vous voyez un peu. Donc, il faut juste que l'administration puisse travailler en bonne intelligence avec les acteurs pour maîtriser le secteur. C'est juste ça. Comment se fait-il que l'administration n'arrive pas jusqu'à présent à s'approprier le secteur? Vous avez... Bon, vous savez, c'est un secteur qui a été laissé à eux-mêmes. Est-ce que c'est 2015 que la création de l'ANEMAS? C'est-à-dire c'est un secteur qui n'a pas été considéré au départ. Voilà, donc c'est... Un secteur qui génère quand même de gros sous. Tout à fait. Mais maintenant, comme c'est eux qui gèrent leur secteur de leur manière, voilà. Donc moi, je crois que l'année passée, on a eu à demander à l'État de nous accompagner dans l'organisation. Internement, on peut le faire, mais l'accompagnement de l'État nécessite beaucoup dans ce secteur. Les gens voient ce que nous on réalise dans les régions minières, mais souvent on dit que non, on ne contribue pas, l'État ne gagne pas. Peut-être l'État ne veut pas. Sinon, si l'État veut, il doit chercher des moyens pour avoir l'argent. En même temps, ça me permet de rebondir. Oui. On a une niche où il y a de l'argent, un secteur où il y a de gros sous à gagner pour l'État. Et en même temps, les acteurs, ils disent, c'est comme si l'État ne veut pas. Dire que l'État ne veut pas, c'est trop fort. Mais en même temps, ils disent que le secteur est très bien organisé. Le secteur est très bien organisé selon l'explication. Et à travers son explication, je suis en train de voir qui toucher, qui doit être redevable, réel, qui doit être redevable, légal dans cette imposition. Je peux rebondir un peu sur cette partie. Oui. Parce que vous voyez, je prends l'exemple des gains de hasard au niveau de la LONAB. Il y a une retenue à la source. Et la loi de finances 2023 a rehaussé le taux de la retenue à la source. Vous voyez les parieurs, mais c'est la LONAB qui gère. Avant de payer un gagnant, la LONAB fait la retenue et reverse au niveau de l'État. Selon son explication, je suis en train de voir, est-ce que le responsable du site qui surveille tout, selon ce qu'il dit, s'il y a une production, est-ce qu'à ce niveau, lui, il peut faire une retenue à la source et reverser à l'État? Lui va devenir un redevable légal, ou c'est lui qu'on va poursuivre lorsque ce n'est pas fait? Si ce n'est pas dans ce sens, si vous voyez un orpailleur, il va aller déclarer sa production et puis payer l'impôt, je me demande comment ça va pouvoir... Comment ça va se faire? Peut-être avant qu'il ne réponde, je voudrais aussi relancer un peu sur cet aspect de 200 francs CFA par gramme. En même temps, selon ses explications, c'est le comptoir privé qui le paye. Il paye les 200 francs CFA au niveau de l'exportation, je crois, sur le gramme de l'or. Et quid du comptoir public et l'ANEMAS? Oui, bon, c'est comme on appelle, c'est la loi qui décide. Et la loi, on ne la discute pas. On ne la discute pas. Voilà, donc l'État préfère ne pas être au niveau du circuit public. Il faut dire que au niveau de l'ANEMAS, on peut dire, on sait que l'ANEMAS exporte, les devises vont revenir. Mais est-ce qu'au niveau des comptoirs privés, on arrive à contrôler le retour des devises? C'est là qu'il faut... Ce qui peut expliquer... Voilà, ce qui peut expliquer. Abdel Khalifa Diarra, allez-y. Non, moi, je vais déjà laisser la question de l'ANEMAS pour aller au niveau de qui est redevable. Nous avons une séance de travail avec l'ANEMAS peut-être il y a 3 semaines de cela. Et on a dit, sur un site, on produit de l'or. Des gens viennent pour demander des conventions de gestion de site avec l'ANEMAS.
on a proposé à l'ANEMA, si quelqu'un veut être gérant d'un site d'exploitation artisanale, il faudrait que cette personne soit en partenariat avec un comptoir. Parce que celui qui gère le site-là, généralement, il n'achète pas l'or. Lui aussi, il a quelques puits d'or. Nous disons que s'il y a un comptoir sur le site, on sait que sur ce site-là, c'est le comptoir de M. Kouama qui est là-bas. L'or qui sort est vendu au comptoir de M. Kouama. Donc, dès l'achat, l'orpailleur, il sait qu'il y a 200 francs que M. Kouama va retenir pour reverser à l'État. À ce moment, le circuit est très clair. Et M. Kouama va donner un document à ce orpailleur-là qui prouve que, effectivement, c'est comme si vous faites une retenue à la source, qu'il a pris les 200 francs pour redonner à l'État. Et c'est assez simple, parce que si nous partons sur un site, quelqu'un qui enlève 1 gramme d'or et qui le vend à 25 000 francs CFA, 200 francs CFA donnés à l'État, ça lui fait absolument rien. Et nous, on avait fait un calcul simple. On dit, bon, disons qu'on a au bas mot 2 millions d'artisans miniers, d'orpailleurs, 2 millions. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire. Disons que on va sur 2 millions. Et on s'est dit que du lundi au vendredi, chacun a gagné 1 gramme d'or. Je dis bien juste 1 gramme d'or. Et que chacun paye 200 francs à l'État. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, 1 gramme. C'est-à-dire qu'on va dans le cas le plus pessimiste, n'est-ce pas? Le plus pessimiste. 2 millions de personnes, du lundi au vendredi, chacun a gagné 1 gramme d'or. Et que chacun a versé 200 francs à l'État. Ça fait combien? 200 francs fois 2 millions. Je pense que ça fait 200 millions. 400 millions par semaine. Si on multiplie par mois, ça fait assez d'argent, n'est-ce pas? Mais il faut trouver le mécanisme, et le mécanisme, ça peut passer par un comptoir. Parce que M. Karamera le dit, il dit que c'est difficile pour un orpailleur d'aller déclarer et payer. Ce n'est pas difficile, il n'ira même pas parce que l'orpailleur a peur de l'administration. On le sait, quand quelqu'un voyage avec de l'or, quand on l'arrête, quand on voit l'or avec lui, ça devient des soucis. Donc il y a eu tellement de difficultés de précédents. Voilà, l'orpailleur pense que l'administration le traque. M. Kouama est là. Donc pour éviter cela, on peut passer par le comptoir, qui est une société légalement installée, qui a un agrément délivré par l'État. Et maintenant, à partir de l'achat de l'or par les comptoirs sur les sites, on prélève les 200 francs par gramme. Je prends le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire où cela s'est fait déjà. À partir du site, l'orpailleur paye ce qu'il doit payer à l'État. Et l'or part. Et je précise que 60% des artisans miniers de la Côte d'Ivoire sont des Burkinabés. Vous avez écouté son explication. Est-ce que cela est possible? Enfin, parce qu'on a parlé aussi, il a parlé justement de l'administration qui fait peur aux artisans miniers. Ah oui, bon, c'est dit que l'administration fait peur aux artisans miniers. En fait, vous voyez, les orpailleurs sont toujours, je peux dire, ils pensent, c'est des gens qui veulent circuler sans papier en fait. Tu vas trouver des orpailleurs, ils sont là, ils voyagent sans identité, sans carte d'identité, ils circulent, ils n'ont même pas besoin, ils ne pensent même pas aller vers l'administration pour cela. C'est-à-dire que c'est pas une peur comme ce qu'on dit. Vous parlez de ceux qui creusent les trous ou... Enfin, puisqu'il parle d'une organisation, il y a chaque acteur qui a un rôle bien précis. Oui, mais il faut dire que ceux qui creusent les trous, c'est eux qui sont à la base. Il faut qu'il y ait l'extraction pour qu'il y ait traitement et pour qu'on parle de comptoir. Et c'est eux la base, c'est eux la survie ouvrière. Donc, et c'est eux qui vont extraire l'or. Et c'est de ces messieurs-là qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que selon ces explications, l'État peut véritablement, comme il a relevé, justement avoir un mécanisme où il peut gagner de l'argent? Comme ce que M. Diarra dit, il va falloir une organisation, il va falloir des concertations pour essayer de réfléchir sur comment on va arriver à imposer ce secteur-là. Parce que
Vous voyez, on parle tout le temps de l'incivisme fiscal. Ce n'est pas quelque chose qui est lancé comme ça, c'est réel. L'impôt en tant que tel, naturellement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'impôt, pour payer l'impôt... Pour recouvrer. Non, cela s'entend. On parle de... Mais moi, je parle de... Enfin, oui, non, avec les invités, des niches ou des secteurs qui ne sont pas fiscalisés. Ils ne sont pas fiscalisés. Non, je viens. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de dire que le patron du site ou bien le patron du comptoir, c'est lui qui sera le redevable légal. Il faut qu'il y ait tout un contrôle derrière. Il faut qu'il y ait tout un contrôle derrière. Parce que le patron du comptoir qui reçoit l'or de l'artisan, qui va lui délivrer un document attestant la retenue à la source, tous ces éléments-là, il faut que ça soit bien ficelé pour qu'on puisse contrôler après. Parce que l'impôt, comme ce que je vous ai dit, notre système est déclaratif. Tu déclares, tu liquides, tu payes et après l'administration passe contrôler. Il faut que l'administration arrive à asseoir ce qu'on appelle la piste d'audit pour lui permettre de contrôler. Donc, ça nécessite des réflexions pour permettre vraiment d'imposer ce secteur-là. Parce qu'il ne faut pas imposer pour imposer, il ne faut pas voter des lois où on ne pourra pas appliquer. On peut dire qu'on a imposé et le recouvrement va causer problème. Parce que si au niveau du comptoir, ce n'est pas correctement reversé, ça aussi c'est un autre problème. Parce qu'on voit des retenues à la source où il faut, quand l'administration part pour contrôler, il y a des retenues à la source, on a retenu l'argent, on dit qu'on va aller verser pour le compte du redevable réel, mais ça n'a pas été déposé. Donc il faut vraiment des mécanismes pour pouvoir voir si on pourra en tout cas imposer voilà, ce secteur-là. En attendant de réfléchir sur la question, il y a que le gouvernement veut de l'argent, ici et maintenant. Je veux dire, pour faire la guerre, on a besoin d'argent. Pour équiper les VDP pour leur solde, on a besoin de 106 milliards. Il peut augmenter parce que l'État prévoit aussi de doubler la prime des VDP, donc cela peut augmenter. Et justement, même pour les projets et programmes de développement, l'État a besoin d'argent. Et comme vous l'avez relevé, la crise sur l'Ukraine, la crise en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie déteint justement sur les finances publiques. Comment on fait? Oui, il faut se dire que c'est vrai que tout est urgent. Tout est urgent. Mais pour un impôt, il faut que ça passe au niveau de l'Assemblée. L'article 84 de la Constitution est clair là-dessus. Voilà, l'Assemblée vote les lois concernant l'impôt et contrôle l'action du gouvernement. L'article 111 de cette même Constitution vient préciser que le taux, la manière de recouvrer tout, l'article 101 de la Constitution vient préciser que c'est fixé par une loi. Il faut que tout soit fixé par une loi pour qu'on puisse aller prendre l'impôt. Une des missions régaliennes de l'Assemblée nationale, consentir l'impôt. Voilà. L'Assemblée, on le précise, elle a été en session permanente, voilà, après le deuxième coup d'État du 30 septembre dernier. Monsieur Koutiga, au niveau de votre secteur, est-ce que vous avez une recommandation au niveau de l'État? Vous dites seulement l'État doit vous accompagner. Pas mal de recommandations. D'abord, il faut un toilettage au niveau de ce secteur-là. Vous n'avez pas de problème à payer les impôts si vous êtes imposable? Vraiment, on n'a pas de problème. Comme l'a dit, c'est plus facile. Moi, je vends un gramme, exemple, à 25 000 francs. Je vends à 25 000 francs. On me dit de payer 200 francs par gramme. Je peux même dépenser plus de 200 francs par gramme. Si c'est vraiment organisé et suivi et accompagné. Vous avez d'autres recommandations? Oui, c'est-à-dire que nous sommes des orpailleurs. C'est vrai comme entre guillemets, parce qu'on n'aime pas le mot orpailleur, là, ça s'est dépassé. Nous sommes des exploitants miniers artisanaux. Et nous demandons à l'État de revoir le secteur. Parce que vous voyez qu'on a pas mal de problèmes au niveau des sites miniers. Avec les détenteurs de permis, on a des difficultés sur le terrain. Donc, on demande à ce que l'État revoie le secteur pour nous permettre d'avoir des zones dédiées à l'orpaillage. Des couloirs au sein des permis d'exploitation. C'est un plaidoyer, ce qui va vous permettre de payer facilement les impôts. Sinon, on va les payer sur un terrain de quelqu'un. Déjà même qu'il n'y a pas d'impôts à votre niveau. Abdel Diarra. Et en fait, la difficulté que nous avons avec l'artisanat minier, c'est que dans le code minier, on a carrément oublié
l'artisan minier. Tout à fait. Alors que l'artisanat minier a précédé toute forme d'exploitation de l'or dans notre pays. Nos ancêtres exploitaient l'or via l'artisanat minier. Ce n'était pas de grosses mines. Tout l'or que nos mamans ou nos grands-mères ont eu là, ça a été extrait par des artisans miniers. Et nous, on est étonnés de voir que dans notre code minier, on ne parle pas de l'artisan minier. Et aujourd'hui, si vous regardez dans le secteur du coton, dans plusieurs zones, les usines de coton démarrent et s'arrêtent 1-2 mois après. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont devenus des artisans miniers. Donc, il est nécessaire à l'État, pour l'État, de légiférer de façon correcte dans ce secteur-là. Et comme on l'a dit, tout est urgent. On ne peut pas dire qu'on va faire des études, on va faire cela, on va faire ceci. Il faut commencer par imposer. Le contrôle et la vérification viendront après. Mais il faut commencer par dire déjà à l'artisan minier, la loi dit, si vous enlevez 1 gramme d'or, vous devez donner 200 francs à l'État. Il faut que ce message passe d'abord. Nous ne sommes même pas au stade de ce message-là. Donc, comment il va payer? Il n'y a pas de structure qu'on lui a donnée pour qu'il puisse payer. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà aller vite dans ce cadre-là pour dire, écoutez, messieurs les artisans miniers, si vous enlevez 1 gramme d'or, vous devez donner 200 francs à l'État. Et aussi, quand M. Karambega dit qu'ils n'ont pas de documents, il faut savoir qu'au niveau de l'ANEMAS, il y a un travail qui est fait, même si c'est lent, parce que l'ANEMAS n'arrive pas à se déployer sur tout le territoire, mais il y a 3 types de cartes que l'ANEMAS délivre, 3 ou 4. Il y a la carte d'artisan minier creuseur, c'est 5 000 francs maintenant, je pense. 10 000. Non, 5 000. 5 000. C'est-à-dire que c'est un document comme une CNIB qui dit que vous, votre rôle là, vous creusez et vous enlevez du minerai. Tout à fait. Après ça, il y a la carte de collecteur d'or qui fait 100 000 francs. C'est-à-dire que vous, votre rôle, c'est acheter et aller vendre. Il y a aussi la carte de gestionnaire de site qui fait 250 000, qui dit que vous êtes le répondant sur le site. Quand on arrive, vous êtes le répondant sur le site. Okay. Mais je peux continuer? Allez-y, allez-y. Le souci qu'il y a, c'est que souvent, l'artisan minier qui a creusé son or, qu'il a eu, il a été préfinancé par quelqu'un, un comptoir ou une personne qui est à Ouaga. Donc, quand il gagne ce or-là, il a tendance à le prendre et à l'amener directement à Ouaga sans le donner à un collecteur qui va le transporter. Et c'est ça qui crée souvent des soucis entre les agents chargés de suivre cela et les artisans miniers. Alors, je crois que M. Karambega, l'État sait où trouver, il y a les niches, ils ne sont pas suffisamment fiscalisés. Voilà, ce n'est pas suffisamment fiscalisé, mais je répondis sur sa dernière phrase. C'est-à-dire que, bon, vous voyez que ce n'est pas tellement organisé comme il le dit. Le collecteur d'or, ce n'est pas sûr que celui qui va aller creuser va donner au collecteur d'or qui va amener à Ouaga. Donc vous voyez qu'il y a un tout petit peu de dysfonctionnement qu'il faut essayer d'organiser pour pouvoir fiscaliser. Voilà, à ce niveau. Mais il ne faut pas qu'on se focalise aussi sur ce secteur. Il faut dire qu'il y a d'autres domaines. Non, j'allais en venir, c'est pourquoi j'ai dit c'est aussi un secteur où l'État peut regarder pour essayer d'assainir et de trouver de l'argent pour faire la guerre justement pour les projets et programmes. Cela s'entend que c'est presque tous les secteurs, parce que quand on prend l'impôt, généralement a 3 rôles. 3 rôles, si je m'abuse, le rôle financier, économique et social. Oui. En même temps, sur le rôle financier, ça veut dire que tous les Burkinabés sont imposables, doivent payer l'impôt. Est-ce que c'est le cas? L'article 17 de la Constitution. L'article 17 de la Constitution dit que tout Burkinabé a l'obligation de payer l'impôt qu'il doit. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres agents économiques qui échappent à l'imposition fiscale. Donc, il y a des études de la Banque mondiale depuis 2017-2019
qui a fait des recommandations dans ce sens. Avant, on parlait de secteur informel. Aujourd'hui, on parle de contribution de micro-entreprises. C'est vraiment un secteur où l'État peut prendre de l'argent. C'est un secteur où l'État peut prendre de l'argent. Il suffit seulement qu'il y ait... ils ont déjà commencé l'organisation, mais il suffit seulement qu'on s'organise un peu plus. Parce que quand on parle de secteur, de comment on appelle, contribution de micro-entreprises, c'est des agents économiques qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 15 millions. Donc inférieur ou égal à 15 millions. Bon, vous voyez. Vous parlez du secteur informel? Oui, oui. C'est dit que ce que les textes disent. Mais vous allez prendre un monsieur qui est au niveau de la contribution de micro-entreprises et quand vous regardez, vous savez que ce monsieur, il n'est pas à 15 millions. Donc vous avez dans cette catégorie-là des commerçants de micro-entreprises qui sont dans des chiffres d'affaires de milliards. Si on de milliards si on veut creuser. Voilà, si on veut creuser. Mais qu'est-ce qui va permettre de savoir que ce monsieur, par an, il vend, hein, il fait des chiffres de milliards. Tout ça, c'est l'organisation. Tout ça, c'est au niveau de l'administration. Voilà, c'est vrai qu'on multiplie les brigades de contrôle, mais c'est toujours pas suffisant. Il faut en même temps, on se pose la question, l'État a besoin d'argent, alors qu'il y a dans chaque secteur des niches où on peut facilement avoir de l'argent et qu'on se rend compte que ces secteurs ne sont pas organisés. Je veux dire, est-ce que ça sert l'État ou l'État trouve son compte que les secteurs soient désorganisés, soit dans le désordre, de sorte à ce que l'État, je parle de l'État, je ne parle pas des individus, ne perçoit rien justement en termes d'impôts. Non, ce n'est pas dans son intérêt. C'est pas dans son intérêt. Vous savez que... Oui, mais on a comme l'impression que l'État n'arrive pas à organiser les secteurs, alors qu'il y a de l'argent. Voilà, c'est-à-dire, c'est d'où l'appel à ce que l'État essaie de s'organiser, de taper en tout cas sur la table pour permettre en tout cas l'imposition de ces différents secteurs-là. Il faut dire que quand on parle même de secteurs sous-fiscalisés, mais même ce qu'on a aujourd'hui comme impôt, on n'arrive pas à recouvrer. On parle de 106 milliards de besoins. Quand on regarde les restes à recouvrer, quand on regarde les chèques impayés, ça se chiffre à plus de 900 milliards. Le ministre a parlé que ça allait prendre beaucoup de temps pour les RAL, les restes à recouvrer. Voilà, les restes à recouvrer, les chèques impayés. Vous voyez? Mais c'est dit qu'il manque de la rigueur dans ce pays-là. Vous dites qu'on peut mobiliser cet argent sans même imposer encore de nouvelles taxes. 106 milliards, ce n'est rien. 106 milliards, ce n'est rien. Si on tape sur la table, si on regarde les restes à payer, si on regarde, et ce qui est beaucoup plus frappant, c'est les chèques impayés depuis des années qui pourrissent, qu'on n'arrive pas à recouvrer. Et le droit bancaire est clair là-dessus. Quelqu'un qui fait un chèque sans provision, il y a des sanctions sur ça. Il y a des sanctions sur ça, mais ce n'est pas fait. Oui, allez-y. Est-ce qu'au niveau des chèques impayés qu'on donne à l'État, est-ce qu'il n'y a pas de complicité interne dans l'administration même pour qu'il n'y ait pas de poursuite par rapport à cela? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que le receveur des impôts, il reçoit, il dépose à la trésorerie régionale et on appelle. C'est-à-dire, bon, c'est tellement compliqué. Non, sinon, il n'y a pas de complicité. On va aller très rapidement dans le débat. En termes parce qu'il a parlé des services fiscaux, beaucoup de citoyens ne payent pas les impôts. Après, on se rend compte que l'État ne met pas les moyens à son niveau pour recouvrer les impôts. Vous en pensez quoi? Moi, je dis que l'État, à chaque fois, je dis que c'est une vision. L'État doit être visionnaire. Okay. Il faut pas voir seulement un mandat de 5 ans ou de 10 ans. Il faut voir loin. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que le Burkina doit venir? C'est pas aujourd'hui qu'on a, à l'heure actuellement, on doit chercher 106 milliards. À l'heure là, chercher 106 milliards. Tandis qu'il y a l'argent. 106 milliards, c'est une pécadille quand même. Enfin, il a relevé, ce n'est rien pour... Ce n'est rien, tout à fait. C'est pour dire qu'il y a une question de volonté. Question de volonté. Une question de volonté. Alors, en temps, vous avez suivi l'actualité. Le 13 février, le ministère chargé des Mines a réquisitionné
près de 500 kilos d'or, 300 au niveau de Bissa Gold et 200 au niveau de la société Endeavour Mining. Vous qui êtes dans le secteur Abdel Khalifa Diarra, qu'est-ce que tout de go, ça vous a... qu'est-ce que ça a suscité en vous quand vous avez appris que l'État burkinabé... C'est vrai qu'il y a un communiqué du ministère chargé de la communication, porte-parole du gouvernement, qui essaie d'expliquer pour nécessiter. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Cette nouvelle a inquiété les acteurs du secteur minier et au-delà même tous les acteurs économiques. Mais comme vous avez eu à le dire, il y a eu un communiqué parce que le gouvernement a compris que les gens sont inquiets par cette mesure-là. Il y a eu un communiqué. Nous avons vu les différents documents. Nous espérons seulement que la loi sera respectée dans le cadre de ces procédures que le ministère des Mines a eu à mettre en œuvre, en fait. C'est un mauvais signal pour ceux qui investissent dans le secteur ou tout simplement les investisseurs? Je ne dirais pas un mauvais signal parce que nous sommes dans un contexte assez particulier. Mais déjà, si vous regardez dans la presse au niveau international, il y a des titres qui ne rassurent pas les investisseurs à venir investir dans notre pays. Ça, ce sont des constats qu'on le fait dans Jeune Afrique, dans d'autres presses. Donc, on espère que le gouvernement va communiquer mieux sur ces questions-là pour éviter que les investisseurs aient peur de venir mettre leur argent dans notre pays, parce qu'un pays sans investisseurs ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle nous avons des codes des investissements. Nous offrons un certain nombre de garanties aux investisseurs. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits des investisseurs. Voilà. Karambera, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut craindre qu'il y a une tension de la trésorerie par rapport à la réquisition de l'or? Bon, le communiqué, on s'en tient à ce que le gouvernement a communiqué. Et c'est pour nécessité. Voilà, je crois que ce qui va être intéressant, c'est de mieux clarifier pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse vraiment aviser et voir ce qui se passe réellement derrière. Parce que sinon, de manière empirique, dire que c'est une tension de trésorerie, du moment où on n'a pas les éléments pour mieux apprécier. Pour mieux apprécier. Voilà. Et le gouvernement aussi a parlé d'une question de raffiner l'or au Burkina sur le plan local. Vous avez certainement entendu parler de ce sujet. C'était au sorti d'un conseil de ministres, je ne me rappelle plus la date. Vous, quelle est tout de suite votre analyse par rapport au projet de raffinerie? Projet de raffinerie de l'or au Burkina, bon, ça veut dire que le Burkina va essayer de traiter son or au Burkina, bon, au lieu de l'exporter. Et si vous écoutez de gauche à droite ces temps-ci, vous voyez qu'on dit que l'État ne maîtrise pas ce qui sort, ce qui est produit. Nous pensons que au lieu d'une raffinerie, il faut penser aussi à une société minière de l'État. Voilà, une société minière de l'État. Il y a l'or de Poura qui est là. L'État peut essayer de réhabiliter la mine d'or de Poura parce qu'il y a toujours de l'or dedans. Voilà, pour avoir cette société. Bon, une raffinerie, si ça peut vraiment arranger, bon, je ne vois pas d'inconvénient. Monsieur Kouama? Oui, bon, c'est une bonne chose, mais maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est le Burkina seulement qui a plus de 20 et quelques sociétés minières. Sinon, il y a des pays voisins qui ont qu'une seule société minière et le reste, ils ont des raffineries. Je ne vais pas citer les noms, mais bon, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens. Abdel Khalifa, et puis... Oui. Alors, nous, à notre niveau, à entendre ce qui se dit autour de la question et l'objectif visé, déjà, si c'est pour connaître les caractéristiques de l'or produit par les sociétés minières pour pouvoir mieux les imposer, je pense que nous n'avons pas besoin d'une raffinerie. Nous avons juste besoin d'un bon laboratoire à installer au BUMIGEP qui donne les caractéristiques exactes de l'or produit par les sociétés minières.
Mais maintenant, si l'État a une société minière ou si l'État a de l'or et que l'État veut affiner ce tort-là pour l'amener à 24 carats et déposer dans ses réserves, il sera nécessaire que l'État ait une raffinerie installée ici. Mais je pense qu'à l'instant T, si l'urgence est de connaître exactement les caractéristiques de l'or qui sort dans notre pays, parce que c'est à partir de là qu'on fixe le prix, c'est à partir de là qu'on impose ce tort-là. Je pense qu'un laboratoire qui ne dépasse pas 100 à 120 millions de francs CFA peut être installé rapidement au BIMIGEP pour faire ce travail préalable. Okay. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du secteur minier artisanal, on n'a pas trop évoqué, alors qu'il y a d'autres niches fiscales, notamment au niveau du foncier, on n'en a pas tellement parlé. Oui. Voilà. Oui. Où l'État peut justement avoir de l'argent. Oui, la fiscalité foncière, oui, à ce niveau, je crois que si c'est mieux organisé, je vois que la DGI s'active là-dessus pour pouvoir numériser voilà, le fichier du cadastre minier et du cadastre, foncier. Je crois qu'à ce niveau, on peut vraiment... Et déjà là-bas, il y a les textes. Hein, il y a les textes au niveau du foncier. Voilà, sur ce tempo-là, comme l'IRF. Voilà, il y a l'IRF. Mais ce n'est pas très bien suivi, le recouvrement, l'identification. Aujourd'hui, quand vous prenez dans le foncier, vous allez voir qu'il y a des opérateurs économiques qui sont beaucoup à l'aise dans ce domaine-là. Et quand vous regardez, n'eût été la crise sécuritaire, j'allais dire que tout le Burkina allait être accaparé par les sociétés minières. Hein. Voilà. Sociétés immobilières. Voilà, les sociétés immobilières, pas les sociétés immobilières. Voilà. Mais il y a des sociétés immobilières. Quand on a fait le recensement, il y a combien de sociétés immobilières qui sont à jour? Il y a combien de sociétés immobilières qui sont à jour? Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de regarder. Aujourd'hui, quand vous regardez les immeubles, qui sont là, est-ce qu'on arrive à percevoir l'impôt sur le foncier à ce niveau? C'est des choses qu'il faut essayer de rattraper rapidement parce que ça constitue un manque à gagner pour l'État. Si c'est bien organisé, ça va nous permettre vraiment de mobiliser assez de ressources financières pour le budget de l'État. Alors, on va faire un tour de table. On va demander à chaque invité de faire des recommandations par rapport à la mobilisation et pour le fonds de soutien patriotique, mais aussi pour les projets et programmes de développement, parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans développement, même si aujourd'hui on est dans le tout sécuritaire. Je vais commencer par M. Kwama. Bon, ce que j'allais demander d'abord, c'est que il faut qu'il y ait, quand on a parlé, on parle dans tous les domaines, il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rigueur dans presque tous les domaines. Que ce soit les trucs fonciers, les mines, le commerce, vraiment il n'y a pas une certaine rigueur de l'État. Donc, c'est aussi de la manière des agents même de l'État. Parce que quand les gens fuient les impôts, c'est vrai que la loi dit, mais la manière aussi des agents aussi pose problème. Okay. Voilà, donc il faut revoir tout ça pour encourager les citoyens de payer les impôts. Donc je me dis qu'avec ça, tout ce qu'on a cité là, on pourrait résoudre le problème. Tout à fait. Oui, il faut se dire que nous, au niveau du CERA, nous sommes dans la bonne gouvernance économique et financière. Et il faut dire que tout dépend de la gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, le civisme fiscal, ça va suivre. Okay. Par exemple, si on paye les impôts et après on entend derrière qu'on prend l'argent pour financer des activistes pour des questions de communication qui ne sont même pas au Burkina, est-ce que l'impôt est pris? Parce que quelqu'un qui est par exemple en Allemagne, qui dit qu'il fait de la communication pour le chef de l'État, est-ce que c'est une prestation étrangère? Est-ce que la retenue de 20%, est-ce que la TVA pour le compte de tiers, est-ce que ces impôts-là sont payés? Mais c'est le contribuable qui a payé. Tout ça, ça décourage. Il faut que ceux qui sont devant, il faut que nos leaders, ceux qui tentent de nous tirer pour sortir, de ce bourbier-là, il faut qu'ils montrent l'exemple que tout le monde va suivre à ce niveau. Et il faut accentuer la lutte contre la fraude fiscale, il faut accentuer la lutte contre la corruption, il faut essayer de
booster pour recouvrer les restes à payer communément appelés RAR. Et vous allez voir que rapidement, on va pouvoir accompagner le développement. Parce qu'aujourd'hui, et vous savez qu'au niveau de l'agriculture, les dossiers de crimes économiques. Il y a aussi les dossiers de crimes économiques qui souffrent. Voilà, on voit, il y a des détournements, il y a des investissements qu'on voit, qu'on ne comprend pas. Par exemple, quand on prend un fonctionnaire de l'État qui peut investir dans de l'immobilier jusqu'à plus d'1 milliard, bon, on se demande où il a eu ses sources de financement. Donc, il faut une gouvernance vertueuse au niveau des finances publiques. Khalifa Diarra. Alors moi, ma recommandation porte sur toujours les artisans miniers. Je voudrais dire que la contribution volontaire des artisans miniers sera décisive dans la mobilisation des ressources pour mener cette guerre-là. Je dis bien la contribution volontaire des artisans miniers. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Il faut une communication politique de l'autorité à l'endroit des artisans miniers. Parce que nous voyons, les présidents passent, personne ne leur parle. On rencontre les agriculteurs, même le CIAO, on ne leur a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a eu un stand des artisans miniers. Il n'y en a pas eu. Donc, il serait nécessaire que l'autorité se redirige vers les artisans miniers, qu'ils puissent leur parler ou qu'elles puissent leur parler et demander manne financière de façon directe de contribuer de façon volontaire à l'effort de guerre. Parce que les artisans miniers sont les plus touchés, si je puis le dire, par cette guerre-là, par cette insécurité-là. Merci, voilà. Khalifa Abdel Diarra. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des comptoirs d'or et de métaux précieux, Ouseni Kagambega, qui est expert fiscaliste, trésorier du Centre de recherche appliquée et finances publiques, CRFP, et puis Koutiga Kwama, qui est le secrétaire général du syndicat des exploitants miniers artisanaux du Burkina Faso. Merci d'être venu nous entretenir sur justement le fonds de soutien patriotique. Merci également à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique, au chargé de production de l'émission qui est René Aimé Bassenga. Merci à la rédaction en chef. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir.